Au sommaire de ces journaux, le représentant des églises du Christ au Congo et de la conférence épiscopale nationale du Congo ont rencontré ce lundi du mars 2025 à Luanda, en Angola, le président Joao Lourenço. Cette rencontre est la dernière étape avant de faire les rapports finaux au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il s'est ouvert à Kinshasa de la formation des enquêteurs sur la collecte de données pour des études spécifiques dans les domaines de la santé en République démocratique du Congo. Cette formation qui réunit les médecins des domaines différents va se dérouler durant 4 jours. Les détails dans ces journaux. RSE pour moi de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. Après plusieurs rencontres avec les responsables de la rébellion AFC M23, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, l'opposition politique et la diaspora, la dernière étape avant les rapports finaux à remettre au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, le représentant des églises du Christ au Congo et de la Senko ont été reçus ce lundi 10 mars 2025 par le président angolais Joao Lourenço. Eric Senga de l'ECC par cette rencontre parle de la grande satisfaction pour cette mission d'harmonisation des vues avec le président Lourenço à sa double qualité de président de l'Union africaine et de l'autorité de la facilitation du processus fusionné de Luanda et de Nairobi. Le député du Royaume de Belgique ont exprimé leur détermination à faire sauter le veto du Luxembourg au Parlement européen, lesquels empêchent les sanctions contre les autorités rwandaises. Cette annonce a été faite par les députés européens Thierry Mariani au micro de Gaston Bouy. Au Parlement européen, on se mobilise. Vous savez, le Parlement européen dit qu'il a beaucoup de principes, qu'on a des valeurs. Mais si on a des valeurs pour les Ukrainiens, on doit aussi les avoir pour les Congolais. Et quelqu'un qui est tué injustement, qu'il soit africain, ukrainien ou de quelle que soit son origine géographique, il doit être respecté. Voilà pourquoi donc nous on est satisfaits que désormais le Parlement européen ait pris cette décision sur les sanctions. Il reste maintenant à la faire appliquer par le Conseil européen, ce qui devrait être fait, j'espère, à partir du 17 mars, puisque le Luxembourg, qui avait bloqué la décision, dit maintenant qu'il ne la bloquera pas. Je pense que pour le moment, on est sur le bon chemin et que M. Kagame commence à être connu pour ce qu'il est, c'est-à-dire finalement un dictateur qui envahit le pays voisin. Cet accord entre l'Union européenne et le Rwanda doit être annulé. Voilà, c'est tout. Vous savez, moi je suis député européen. D'ailleurs, j'ai commencé à m'intéresser et à piocher suite à cet accord. Parce qu'au début, on nous a dit qu'il y a un accord extraordinaire qui a été signé entre le Rwanda et l'Union européenne sur les minerais critiques qui garantit à l'Europe d'avoir ces minerais quand elle les achète et quand c'est nécessaire, et qui garantit au Rwanda d'être payé et surtout qui garantit la traçabilité de ces minerais. Alors moi je me suis dit, bon, si c'est gagnant-gagnant, tant mieux. Est-ce qu'on peut voir l'accord? Et en réalité, pendant 5 mois, on ne nous a pas donné cet accord extraordinaire. Enfin, quand vous faites quelque chose de bien, normalement vous en êtes fier, vous le donnez à tout le monde. Et puis j'ai la naïveté de croire qu'un Parlement, ça sert aussi à donner son avis, voire à voter ces accords. Au bout de 5 mois, on a réussi enfin à avoir ces accords et on s'est aperçu que la traçabilité n'existait pas. La traçabilité dans cet accord, elle est purement déclaratoire. C'est-à-dire que si je vole votre téléphone, eh bien après je vais le revendre et je dirai ce téléphone est à moi. Et donc vous pouvez me l'acheter. Et c'est ça en réalité qu'il y a dans cet accord, c'est-à-dire une traçabilité qui est basée sur rien de sérieux, qui est basée sur les déclarations du vendeur. Alors forcément, le vendeur ne va pas vous dire ah ben je l'ai volé.
Toujours dans ces chapitres de la diplomatie parlementaire pour dire que le président de l'Assemblée nationale vient d'effectuer une visite officielle en Israël. Vital Kamerhe a par cette occasion compati aux événements d'un de villages communautaires dans lesquels plusieurs personnes ont été tuées lors des événements tragiques du 7 octobre 2023. Propos requis par Afimou Sungai. Comme je l'avais dit, l'issue de ma visite à la CNUSET, nous comprenons mieux ce qu'ils ressentent parce que ça fait depuis 30 ans que les populations de l'Est de la République démocratique du Congo, et encore ces derniers temps, et ça s'est intensifié, traversent pratiquement la même situation. Les gens qui ont été tués, les gens qui ont vu leurs cases brûlées, les gens qui ont été emportés par les terroristes dans les forêts environnantes, des familles entières décimées, des enfants qui sont restés orphelins, des femmes qui sont restées veuves. Donc on ne peut pas ne pas venir ici pour compatir et partager la douleur de toutes ces familles pour lesquelles les membres sont morts et pour d'autres, les membres sont encore retenus comme otages. C'est la même situation à l'est de la République. Nous voulons que le monde entier puisse savoir que le drame de la République dure depuis 30 ans, et ça fait un minimum de 7 millions de personnes tuées à cause de l'invasion de notre voisin de Rwanda et puis des terroristes de l'ADF. Et puis, cette brève, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, est arrivé ce lundi du mars à Matadi, dans la province du Congo central, pour la vulgarisation des textes légaux sur les comités provinciaux et locaux de sécurité dans la province. Il a été accueilli par les autorités de cette province, le membre de l'UDPS et de quelques partis politiques de l'Union sacrée. Ces textes permettront la connexion entre les comités locaux et administration de la territoriale en vue de la politique de défense et de sécurité de la base au sommet. Restons toujours à l'intérieur du pays. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, a reçu dans son cabinet de travail le président des assemblées provinciales ainsi que le vice-gouverneur de 26 provinces de la République démocratique du Congo. Profitant de leur séjour après avoir participé au 4e forum sur la vaccination, le discussion avec le numéro 1 de l'Intérieur remporté sur les mots qui rongent leurs provinces respectives et les fonctionnements de leurs institutions locales et sur la situation sécuritaire actuelle des entités de la République démocratique du Congo. Suivez. Et il était donc question de plaider pour le versement à nos provinces de frais de fonctionnement. Vous savez que le pays traverse des moments vraiment difficiles. Il y a la guerre à l'Est, il y a toutes ces menaces dans des provinces, dans nos provinces respectives. Donc il était question que les provinces, les gouverneurs de province aient quand même les moyens de pouvoir protéger leur juridiction. Il était également question de voir certains problèmes liés à la mobilité des exécutifs provinciaux, parce que sans véhicule de fonction, on ne saura pas faire l'itinérance. Nous avons passé en revue la situation des différentes provinces. Vous savez que notre pays fait face à l'agression rwandaise. C'était également une occasion pour les assemblées, pour les provinces,
de pouvoir réaffirmer leur soutien au chef de l'État au travers le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de manifester leur disponibilité pour accompagner les chefs de l'État ainsi que le gouvernement de la République pendant cette période, au travers de la mobilisation de la population, appel qui a été réitéré par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, où nous avons eu à lui faire part des problèmes des assemblées et des problèmes qui traversent nos différentes provinces de manière générale. Autre chose, ouverture ce lundi du mars à Kinshasa de la formation des enquêteurs sur la collecte des données pour des études spécifiques dans le domaine de la santé en République démocratique du Congo. Cette formation vise à outiller le médecin, psychologue, biologiste, informaticien et socio-anthropologue sur les techniques et méthodes à utiliser pour collecter les données et étudier l'impact des maladies émergentes. Afi Moussungaï pour les reportages. Après la présentation, je pense qu'il y a Au total, 28 participants issus des différents services du secteur de la santé ont pris part à cette formation. L'objectif principal, c'est de leur permettre d'être efficaces dans la collecte des données sur terrain, de réduire au maximum les erreurs et de rendre fiable la transmission des données. Ces données permettront de faire avancer les recherches sur les maladies et d'autres problèmes de santé en RDC. Dr Pierre Moutantou, formateur à cette session, pense que les enquêteurs doivent être formés sur l'outil informatique. Nous sommes en train de former les enquêteurs pour aller sur le terrain avec un outil informatique qu'on appelle REDCap, un logiciel. Ils vont collecter ces données. Nous allons les analyser et cette étude va se faire non seulement à Kinshasa, mais dans d'autres provinces que nous avons ciblées dans le projet. Comprendre les habitudes alimentaires de la communauté est essentiel pour mieux anticiper et gérer les crises sanitaires. Pour les organisateurs, cette démarche s'inscrit dans une approche de collecte et d'analyse de données pour guider des autorités sanitaires à adapter les stratégies de prévention et de communication en cas d'épidémie. Les données pourront nous aider nos autorités sanitaires par la suite, lors des épidémies qui vont suivre, à pouvoir choisir les meilleurs canaux de communication et les meilleures mesures et interventions à mettre en place pour pouvoir contrôler les épidémies. Cette formation s'étend sur 4 jours, dont 3 jours d'enseignement, et le dernier jour est réservé au pré-test avant la descente proprement dite sur le terrain, prévue pour la première phase dans les zones de santé de Kinshasa. Parlons du mois de la femme. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a exprimé son soutien aux femmes entrepreneurs congolaises lors de la 11e édition du village de la femme organisée le samedi 8 mars au chapiteau du Grand Hôtel de Kinshasa, propos recueillis par Bénédicte Maké. Aujourd'hui, journée internationale du droit de la femme. Au-delà du fait que c'est une journée où on doit se remémorer d'où on vient et tout ce qu'on doit encore faire pour promouvoir ce droit à l'égalité entre les hommes et les femmes. Et c'était aussi, depuis ce matin, j'étais un peu dans ça au Palais du Peuple où il était question de se remémorer en fait tout ce qui se passe à l'Est, le fait que nous avons l'intégrité territoriale du pays violée et qu'il y a des femmes qui souffrent le martyre à cause de ça, qui ont subi des violences. C'était l'occasion aujourd'hui, en venant ici au village de la femme, de pouvoir démontrer que malgré tout, en République démocratique du Congo, les femmes se lèvent, elles sont résilientes, elles sont dans l'entrepreneuriat, il y en a qui font de l'agriculture, il y en a qui font de la transformation, il y en a même d'ailleurs qui faisaient du café en venant du Nord Kivu, de Goma, et ça prouve que malgré les difficultés, on a des femmes qui se lèvent et qui sont des battantes.
Et c'est ça le plus important. Et c'est ce message de femmes battantes que je veux transmettre en leur disant n'abandonnez pas, continuez à se battre. Nous, le gouvernement, nous sommes là pour mettre un cadre normatif qui favorise l'entrepreneuriat de manière générale, l'entrepreneuriat des jeunes, l'entrepreneuriat féminin. Et ce qui est aussi important, c'est de voir comment on peut amener aussi le système financier à appuyer toutes ces femmes de manière à ce qu'elles puissent entrer dans le système formel plutôt que de rester dans l'informel comme un certain nombre d'entre elles. Et ce message du coordonnateur résident du système des Nations Unies en République démocratique du Congo, célébré sous les thèmes toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Pour cette journée, les coordonnateurs résidents du système des Nations Unies en République démocratique du Congo, Bruno Lemarquis, a fait savoir à travers une déclaration que les femmes en RDC sont deux piliers de la société et jouent un rôle clé dans la construction d'une nation forte et inclusive. Face à la situation actuelle que traverse le pays, il est impératif que le droit des femmes et des filles soit placé au cœur des politiques de paix et de reconstruction. Les femmes doivent être présentées à la table des négociations de paix. Les systèmes des Nations Unies et ses partenaires restent déterminés à soutenir les femmes et filles en République démocratique du Congo et à promouvoir un environnement où elles peuvent pleinement exercer leurs droits. Farah Mwamba, nommée nouvelle directrice de la cellule de communication de la présidence de la République au terme des ordonnances signées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, élu sur la radio-télévision nationale congolaise RTNC le vendredi dernier. Nous nous sommes intéressés de connaître qui est Farah Mwamba. Les réponses dans ces portraits signés par Afi Mosungai. Farah Mwamba est une professionnelle chevronnée de la communication et du marketing avec près de 20 ans d'expérience. Titulaire d'un master en marketing et management de la communication de l'école ESG de Paris en France, elle a développé une expérience solide dans les domaines du marketing, de la communication institutionnelle et politique, de relations publiques et de la gestion du département. Son parcours professionnel est marqué par des expériences significatives au sein d'institutions publiques et privées. Elle a notamment occupé le poste de conseillère en charge de la promotion du tourisme et de partenariat au ministère du Tourisme, où elle a contribué à la favorisation du potentiel touristique de la RDC. Directrice générale adjointe de la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise, où elle a renforcé les liens économiques entre la France et la RDC. Assistante principale du coordonnateur et responsable de la communication et de relations extérieures au Conseil présidentiel de veille stratégie, où elle a mis en œuvre des stratégies de communication et des relations publiques efficaces. Ce qu'il faut retenir de Farah Mwamba, elle est reconnue par ses compétences stratégiques et opérationnelles, ainsi que sa vision globale des enjeux de communication et de relations publiques. Elle a su mettre son expertise au service de la promotion de la RDC, tant sur le plan national qu'international. Au-delà de ses compétences professionnelles, Farah Mwamba est une femme engagée et passionnée. Elle croit fermement au potentiel de la RDC et met tout en œuvre pour contribuer à son développement. Farah Mwamba est une experte en communication et marketing accomplie dont l'expérience et l'engagement font d'elle un atout précieux pour la République démocratique du Congo.
La solidarité envers les femmes victimes de la guerre d'agression rwandaise dans l'est du pays a été exprimée le samedi dernier à l'occasion de la journée internationale de la femme, de droit de la femme à Kinshasa par les femmes du secrétariat général aux ressources hydrauliques et électricité. Alpha Poissa pour les commentaires. La guerre d'agression rwandaise que subit la République démocratique du Congo dans sa partie orientale et dans tous les esprits. Cette situation a poussé les Congolais à célébrer l'édition 2025 de la journée du 8 mars dédiée aux droits de femmes dans la méditation en signe de solidarité envers les victimes de cette guerre dans l'est du pays. Au secrétariat général des ressources hydrauliques et électricité, l'on n'y a pas dérogé. Une messe a été organisée ce samedi à la paroisse Notre-Dame de Fatima dans la commune de la Gombe au nord de Kinshasa, pendant laquelle les femmes de ce ministère ont prié pour leurs compatriotes victimes de violences de cette guerre d'agression rwandaise. Dans cette guerre d'agression que subit la RDC depuis plus de 3 décennies, le viol est utilisé comme arme de guerre. Cette femme croit fermement que cette situation malheureuse prendra fin un jour. On est en train de compatir avec nos sœurs de l'Est qui sont violées, qui sont menacées, qui sont combattues. Nous savons qu'avec la grâce du Seigneur, il y aura la paix qui va s'établir. La guerre d'agression rwandaise qui secoue l'Est de la RDC a anéanti les ambitions de plusieurs femmes. Le secrétaire général au ministère des Ressources hydrauliques et électricité a invité toutes les femmes, dont ses collaboratrices, à être de femmes ambitieuses. Il a pris pour preuve la nomination de la première ministre Judith Suminwa, première femme chef du gouvernement depuis l'accession de la RDC à son indépendance en 1960. Faut-il que je sois tenté de croire que ce terme est justifié par l'avènement d'une femme première ministre depuis que la RDC a acquis son indépendance. Sur le plan national, la journée internationale des droits de femmes est célébrée sous le thème « La Congolaise au centre de toutes les ambitions ». Ce thème sera abondamment exploité tout au long du mois de mars dédié à la femme. Contrairement aux années précédentes, ce 8 mars 2025 a été célébré dans la méditation sur toute l'étendue de la RDC à cause de la guerre d'agression rwandaise dans l'est du pays. Le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Luboya Kashama, a effectué une marche d'endurance le 8 mars dernier. Lors de cette marche, il a été chaleureusement ovationné par la population en reconnaissance de la réussite effective de l'état des sièges et de toutes les réalisations accomplies dans la province de l'Ituri. Suivez. Cette œuvre grandiose arrache la joie de tout un peuple sur les rues et avenues où les gouvernants militaires passent le matin de ce samedi 8 mars, courant en ville de Boulia. Ceci lui a valu du coup les encouragements pour le travail réalisé sur les volets sécuritaires et paix, sans oublier celui du développement qui a sans doute modernisé le chef-lieu de cette province. Mon nom est Johnny Luboya Kashama. Ici, nous faisons tous du taxi, même avec les vêtements de couleur blanche. La femme n'était blâme plus pour avoir sali tes vêtements. Que le gouverneur dure à ce poste. Que Dieu vous bénisse pour de telles initiatives. Partout, les routes sont asphaltées. Je viens de prendre du gravier et je suis à mon deuxième tour. En quelques minutes seulement, je qualifierai des sorciers ceux qui parlent mal de lui. Ils parlent, mais devant lui, il reste bouche bée. Signalons que pour ce week-end, le numéro 1 de l'Ituri, avec son staff, n'ont que parcouru les artères asphaltées de Kanyasi via la déviation des Jarpi en montant vers les ronds-points RVA, au travers les ronds-points Zahir, au quartier Bankoko, et cela avant d'atteindre les gouvernorats de cette province.
Et puis en sport, 1-0 reste le score final de cette rencontre de la poursuite de la phase classique de la 30e édition de la Ligue nationale de football l'INAFoot qui a opposé l'Asvel Club au FC Les Aigles du Congo le dimanche 9 mars 2025 au stade Père Raphaël de la Quetule, mais était rompu à la 53e minute de DG suite à l'insuffisance de la lumière dont les 37 minutes restantes ont été jouées ce matin à 8 h dans la scène même du stade Tata Raphaël. Commentaire Judith Kapemba. Alors que les Samouraïs avaient ouvert les scores à la 14e minute de jeu sur une superbe réalisation de la pépite Ibrahim Matobo, ce score est resté inchangé jusqu'à ce que les 22 acteurs sont allés au vestiaire pour la pause. Avec Bileko devant Matondo, le centre de Bileko qui trouve... Au retour des citrons, les protégés du président Vidi Tumanga avaient conservé leur avantage jusqu'à la 53e minute de jeu où les officiers du match avaient décidé d'interrompre la rencontre pour continuer ce lundi matin à 8 h, faute des lumières suscitées par le manque d'électricité suffisant au stade Père Raphaël de la Quetule, selon nos sources fiables. À cet effet, les 22 acteurs de ces 10 clubs de la capitale, logés dans le groupe B, dans cette 30e édition du championnat d'élite congolais, jouaient les 37 minutes restantes ce matin au même stade. Malheureusement, le score est resté inchangé en défaveur de l'AS Vita Club, qui peine à trouver une victoire dans ces 4 matchs joués, dont des défaites et des nuls. Nonobstant la continuité de cette rencontre, ces désagréments n'ont pas vendu la bonne image du football congolais à l'extérieur. Initialement prévu au stade de Martyrs, ce match a été délocalisé brusquement suite aux revendications des travailleurs du stade de Martyrs de la Pentecôte, qui se disent impayés depuis 9 mois et ont décidé de déterrer et confisquer les poteaux de la pelouse. En arrivant encore au stade Père Raphaël de la Quetule, c'est le tour de la lumière de faire défaut pendant cette rencontre d'enjeux colossaux. À récire image, les travailleurs du stade de Martyrs ont pris l'initiative de remettre le poteau et les filets du stade, car la situation salariale des agents aurait été régularisée. Mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que nous bouclons cette édition d'information, mais bien avant cela, les rappels de titres. Le représentant des églises du Christ au Congo et de la conférence épiscopale nationale du Congo ont rencontré ce lundi 10 mars 2025 à Luanda, en Angola, le président Joao Lorenzo. Cette rencontre est la dernière étape avant de faire les rapports finaux au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Il s'est ouvert à Kinshasa de la formation des enquêteurs sur la collecte de données pour des études spécifiques dans les domaines de la santé en RDC. Et cette formation qui réunit les médecins des domaines différents va se dérouler durant 4 jours. Réalisé par Pius Chimanga, assisté par Exaucé Luchaka. L'édition a été coordonnée par Gaston Bouy. La coordination de ce journal a été assurée par Afi Moussungaï. Quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain dans la même chaîne.